Bienvenue dans ce troisième épisode de la série Lettres du passé. Les lettres de cet épisode sont des lettres authentiques rédigées par Louis XIV que nous allons voir ensemble. Petit rappel, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et laissez un pouce bleu si vous appréciez le contenu. Merci à vous et bon visionnement. Première lettre. Louis XIV rédigea cette lettre concernant le second voyage de la reine Christine de Suède à travers l'Allemagne. Cette dernière fut rédigée à Saint-Germain-en-Laye le 28 mai 1666. Destinataire, le cardinal Deccio Azzolini. Contexte historique. Christine de Suède, ancienne reine abdiquée et convertie au catholicisme, entreprend un second voyage vers l'Allemagne dans l'espoir de récupérer ses droits ou d'influencer la politique du Nord. Louis XIV remercie Azzolini pour son rôle dans cette mission, car la France suit de près les affaires allemandes et suédoises dans le cadre des tensions européennes. Personnes impliquées. Cardinal Deccio Azzolini, né en 1623 et décédé en 1689, membre influent de la curie romaine, proche intime de Christine de Suède. Christine de Suède, née en 1626 et décédée en 1689, ancienne reine convertie au catholicisme, protégée du pape, en quête d'influence politique. Mon cousin, je sais ce que vous avez contribué aux offres que la reine Christine, Madame ma sœur, m'a faites sur son voyage d'Allemagne. Et comme dans la constitution présente des affaires de ce pays-là, rien ne m'est plus important que les effets que j'en puis attendre, c'est un service par lequel vous méritez beaucoup envers moi. J'ai bien voulu vous témoigner par ces lignes de ma propre main le sentiment que j'en ai et, attendant l'occasion de vous le faire mieux paraître, je prie Dieu qu'il vous ait, mon cousin, en sa sainte et digne garde. Louis. Deuxième lettre. Louis XIV pleure la mort de son épouse, la reine Marie-Thérèse d'Autriche. Rédigée à Fontainebleau le 29 septembre 1683. Destinataire. Louis XIV nomme la destinataire de cette lettre sa cousine, probablement une princesse alliée ou une duchesse étrangère. Rare et émouvante lettre du roi Soleil, signature autographe, après la mort de la reine Marie-Thérèse, dont il était pourtant si peu épris, survenu à Versailles le 30 juillet. Contexte historique. La lettre est rédigée le 29 septembre 1683, 2 mois après le décès de Marie-Thérèse d'Autriche, épouse de Louis XIV, survenue le 30 juillet à Versailles. Louis XIV se trouve alors à Fontainebleau, où il poursuit ses affaires d'État malgré le deuil. Cette lettre, bien que brève, révèle une rare douceur dans le ton du roi, marqué par la reconnaissance envers sa correspondante inconnue, qu'il nomme sa cousine. Il faut savoir que sous l'Ancien Régime, les termes cousin, cousine ou mon oncle étaient des formules de politesse protocolaires utilisées par les rois pour s'adresser à des ambassadeurs, princes étrangers ou grands dignitaires. Il ne s'agissait pas de liens de sang, mais d'un langage d'étiquette codifié, marquant le rang et le respect dans la hiérarchie nobiliaire. Personnes impliquées. Marie-Thérèse d'Autriche, née en 1638 et décédée en 1683. Reine de France, infante d'Espagne, épouse du roi depuis 1660. La destinataire, désignée comme ma cousine, très probablement une princesse alliée, possiblement une duchesse étrangère. Ma cousine. J'ai reçu la lettre que vous m'avez écrite sur la grande perte que j'ai faite, et quelque triste que soit le sujet, je n'ai pas laissé de sentir avec beaucoup d'agrément la part que vous y prenez. Je sais les sentiments distingués que vous aviez pour la reine, et je suis fort persuadé de ceux que vous avez pour moi. Assurez-vous que j'y répondrai en toute rencontre comme il le mérite, et que cependant je prie Dieu de bon cœur qu'il vous ait, ma cousine, en sa sainte et digne garde. Louis. Troisième lettre. Formidable lettre autographe de Louis XIV après la prise de Nice. Rédigée au camp devant Mons le 9 avril 1691. Destinataire de la lettre, Nicolas de Catinat. Rarissime lettre entièrement de la main de Louis XIV,
adressée à Catinat après la prise de Nice. Contexte historique. Durant la guerre de la Ligue d'Augsbourg, Victor Amédée II de Savoie proposa à l'empereur de lui ouvrir Villefranche comme base d'opération contre la Provence en 1690. Louis XIV réagit vivement. Nommant Nicolas de Catinat, lieutenant général, il le mit à la tête de l'armée d'Italie. Celui-ci battit le duc de Savoie et le prince Eugène à Staffard en août, puis emporta les villes de Suse et Villefranche avant de siéger devant Nice. La ville capitula le 26 mars 1691 et la citadelle le 4 avril. Louis XIV récompensa Catinat pour ses succès en lui octroyant la dignité de maréchal en 1693. Cette même année, Louis XIV obtint également un des plus grands succès de son règne, la prise de Mons. Le siège de Mons fut entamé le 24 mars 1691 et cette ville, jugée imprenable, tomba dès le 8 avril, jour même où Louis XIV apprit la victoire de Nice. Personnes impliquées. Nicolas de Catinat, né en 1637 et décédé en 1712. Général, nommé maréchal en 1693, victorieux en Italie. Le prince Victor Amédée II de Savoie, adversaire vaincu, allié du Saint-Empire. Vous continuez à me si bien servir que je suis bien aise de vous témoigner la satisfaction que j'en ai. Je connais l'importance de la prise de Nice et par conséquence la grandeur du service que vous venez de me rendre. Croyez qu'on ne peut être plus content que je suis de vous et que je serai bien aise de trouver des occasions de vous le témoigner de manière que nous puissions être contents tous deux. En attendant, croyez qu'on ne peut pas avoir plus de confiance et d'estime que j'en ai pour vous. Louis. Quatrième lettre. Louis XIV, divisé pour mieux régner, pendant les guerres de religion, en Suisse. Rédigé à Marly le 29 janvier 1706. Destinataire, le chevalier de Graville. Contexte historique. Cette lettre fut rédigée dans un contexte de fortes tensions religieuses en Suisse, où Louis XIV cherchait à empêcher une alliance durable entre les ligues, notamment protestantes, qui aurait pu menacer ses intérêts dans le Saint-Empire et en Italie du Nord. À travers des manœuvres diplomatiques subtiles, il instruisait ici le chevalier de Graville d'encourager la méfiance et la division entre les cantons suisses pour empêcher tout passage de troupes étrangères, notamment celles des Vénitiens, et pour maintenir un équilibre favorable à la France. Personnes impliquées. Le chevalier de Graville était Louis Mallet de Graville, marquis de Valsemé. Son agent diplomatique en Suisse, chargé d'affaires dans les Grisons. Roger Brulard, marquis de Puisieux, était alors ambassadeur de France en Suisse, conseiller expérimenté dans ses affaires confessionnelles. La lettre mentionne également le prince de Vaudron, probablement un diplomate ou militaire de confiance attaché aux intérêts du roi. Enfin, le roi, mon petit-fils, est Philippe V d'Espagne, petit-fils de Louis XIV, récemment installé sur le trône espagnol après la guerre de succession d'Espagne. Monsieur le chevalier de Graville, j'ai reçu la lettre que vous m'avez écrite le 10 de ce mois. Elle me fait voir que le marquis de Puisieux que vous avez consulté croit qu'il convient au bien des affaires que les ligues ne soient pas trop unies entre elles dans la conjoncture présente. Il faut prendre garde seulement que la division ne nuise au bien de la religion dans ce pays. Il ne me conviendrait pas aussi que les choses fussent portées à une rupture ouverte, parce que les cantons suisses prendraient apparemment parti dans cette querelle, que les catholiques et les protestants favoriseraient réciproquement ceux de la même religion, et que ces commencements pourraient enfin causer d'une guerre dans le corps helvétique. C'est ce que je veux éviter. Mais il est bon que la défiance soit telle entre les ligues qu'elles ne puissent s'accorder ensemble sur la permission que les Vénitiens pourront leur demander pour faire passer les troupes qu'ils espèrent obtenir de Zurich et de Berne. Et que ces mêmes ligues craignent également les projets et les entreprises les unes des autres et ne prennent point d'engagement avec les puissances étrangères pour leur donner des troupes. C'est à quoi vous devrez travailler et agir pour cet effet de concert avec le marquis de Puisieux. Continuez aussi d'avoir les mêmes vues que le prince de Vaudron
et de vous conduire suivant ce qu'il jugera de plus à propos pour mon service et pour celui du roi, mon petit-fils. Louis. 5e lettre. Louis XIV à Mademoiselle de Nemours, duchesse de Savoie, rédigée le 5 décembre 1714, moins d'un an avant la mort du roi. Contexte historique. Cette lettre a été rédigée par Louis XIV à Versailles le 5 décembre 1714, moins d'un an avant sa mort. Elle est adressée à Marie-Jeanne Baptiste de Savoie-Nemours, appelée Mademoiselle de Nemours, duchesse douairière de Savoie et mère de Victor Amédée II, roi de Sicile. Dans un contexte politique et dynastique complexe entre la France, l'Espagne et la Savoie, cette lettre vise à maintenir un climat de courtoisie diplomatique. Elle est transmise par le marquis de Prie, ambassadeur du roi en Sardaigne, qui était aussi le parrain du jeune Louis XV. Personne impliquée, Louis-Marie II de Prie, né en 1673, décédé en 1751, marquis, ambassadeur et homme de confiance de Louis XIV. Marie-Jeanne Baptiste de Savoie-Nemours, née en 1644, décédée en 1724, duchesse douairière de Savoie, régente pour son fils Victor Amédée II. Ma sœur, cette lettre vous sera rendue par le marquis de Prie, mon ambassadeur auprès du roi de Sicile. Il vous expliquera en même temps les ordres que je lui ai donnés de vous assurer de vive voix des sentiments d'estime et d'amitié que je conserve pour vous et du désir que j'ai de vous en donner des marques en toutes occasions. Vous lui donnerez donc une entière créance en tout ce qu'il vous dira de ma part, priant Dieu qu'il vous ait, ma sœur, en sa sainte et digne garde. Louis. En 6e lieu, voici un extrait du testament de Louis XIV. Extrait du codicie ajouté au testament royal. Date 13 août 1715. Type de document, codicie testamentaire, dernière volonté. Contexte historique. À la veille de sa mort, Louis XIV rédige un codicie au testament rédigé plusieurs années plus tôt. Ce passage concerne l'organisation immédiate du pouvoir autour de son arrière-petit-fils, le jeune Louis XV, âgé de 5 ans, après sa disparition. Le roi désigne le maréchal de Villeroy pour prendre en main la sécurité, le déplacement et la surveillance du jeune souverain, ainsi que l'encadrement des troupes de la maison du roi. L'air pur de Vincennes est évoqué comme lieu provisoire d'accueil. Il mentionne également la nomination du sous-gouverneur, époux de Madame de Ventadour, et du lieutenant-général Geoffreville. Ce texte témoigne de la volonté de continuité monarchique dans un moment de grande fragilité. Personnes impliquées, Louis XV, né en 1710 et décédé en 1774. Arrière-petit-fils de Louis XIV, âgé de 5 ans et héritier de la couronne, Louis XIV veille à sa sécurité et à la continuité monarchique. Maréchal de Villeroy, François de Neufville, duc de Villeroy. Né en 1644 et décédé en 1730. Nommé chef de la maison du roi pour Louis XV et responsable militaire du dispositif de sécurité autour du jeune roi. Ami d'enfance de Louis XIV, il était déjà gouverneur de Louis XV depuis 1710. Madame de Ventadour, Charlotte de la Motte-Houdancourt, née en 1654, décédée en 1744. Gouvernante des enfants de France. Elle avait sauvé la vie du jeune Louis XV durant l'épidémie de rougeole en 1712 en refusant les traitements proposés par les médecins. Monsieur de Ventadour, Louis-Charles de Lévis, duc de Ventadour. Sous-gouverneur du roi, nommé par ce codicille. Il avait déjà exercé cette charge auprès du père de Louis XV, le petit-fils défunt du roi, le duc de Bourgogne. François le Danois, marquis de Geoffreville, également appelé marquis de Geoffreville, lieutenant général des armées de France et membre du Conseil de la guerre sous la Régence, désigné dans le codicie comme garant militaire aux côtés de Villeroy. Mon intention est que, du moment de mon décès jusqu'à ce que l'ouverture de mon testament ait été faite, le maréchal de Villeroy ait toute l'autorité sur les officiers de la maison du jeune roi et sur les troupes qui la composent, qu'il ordonne aux dites troupes de se rendre au lieu où sera le jeune roi pour le mener à Vincennes, l'air y étant très bon. Le maréchal de Villeroy donnera tous les ordres pour que les gardes du corps, les gardes françaises et suisses prennent les postes pour que tout se fasse avec la sûreté et la dignité convenables. Je nomme pour sous-gouverneur son mari, qu'il a déjà été du Dauphin, mon petit-fils, et Geoffreville, lieutenant général de mes armées.
Merci d'avoir écouté cette vidéo. Nous vous proposerons sous peu un 4e épisode à cette série. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et prenez soin de vous.